Uniswap a lancé sa propre solution L2, ce qui était, on va dire, comme critique qu'on avait sur Uniswap pendant un certain temps et surtout pour les holders d'Uni, c'est que le token Uni en fait servait à rien. C'était un token de gouvernance en fait. Il y avait des frais qui étaient clairement comme on pouvait inutiles. dire. C'était clairement juste un token de gouvernance, mais même la gouvernance en fait, elle était pipée comme la plupart des tokens de gouvernance parce que la team en fait a une grosse majorité des tokens et ils peuvent influencer le vote d'une manière ou d'une autre en fonction de ce qu'ils veulent faire. On l'a vu avec Arbitrum, on l'a vu avec Optimism, on l'a vu avec Uniswap, on l'a vu avec pas mal de projets comme ça. Donc ils ont lancé en fait une nouvelle fonctionnalité qui était le staking de leur token uni qui permettait d'aller prendre une partie des frais qui étaient générés sur leur plateforme. Donc là, il y avait une partie des récompenses qui étaient redistribuées aux détenteurs d'Unitoken. Et là, dernièrement, du coup, ils ont décidé de lancer leur propre solution L2. Et là, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Simplement, ça rajouterait une rentrée d'argent supplémentaire par rapport aux estimations qu'on avait pour ceux qui détiennent du token Uni. Là, ils estiment que ça pourrait générer 468 millions de dollars par an grâce au nouveau réseau L2 d'Uniswap. Donc ça a été bien évidemment, c'est pas une fake news, hein. Ça a été expliqué par Uniswap Lab avec toute une vidéo et tout un post qui vous explique en détail ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi ils ont décidé de lancer leur L2 et Mickaël va rentrer un peu plus dans le détail après. Tout ça a été repris également aussi par Hayden Adams, hein, qui est le fondateur d'Uniswap, et il présente Unichain. Donc le nom de la L2, ça serait Unichain avec tout ce qu'il y a comme intérêt, pourquoi ça a été lancé, les blog posts, etc., etc. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails techniques et je pense pas qu'on le fera. Je sais pas ce que tu en penses, Mickaël, parce que la majorité des gens en fait ne s'intéressent pas au côté technique, mais c'est plutôt en fait le devenir et l'intérêt d'avoir une énième L2. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu penses que c'est quel est l'avantage d'avoir fait ça? Pourquoi ils restent pas sur Ethereum? Alors on comprend l'intérêt pour eux en fait, hein, générer plus de frais, plus de rendement pour eux. Mais est-ce qu'on a besoin d'une énième L2 est-ce qu'il y a un intérêt pour les utilisateurs? Quel est le devenir de cette L2 en fait? Voilà. Je sais pas ce que tu en penses en fait de cette news globalement. En fait, il y a plein de points à prendre en compte. La première partie que beaucoup de personnes ont du mal à saisir, c'est aujourd'hui le fonctionnement d'Uniswap dans l'écosystème d'Ethereum et de la génération de frais en fait qui est liée à tout ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu le principe de fonctionnement des transactions sur Ethereum, vous avez une certaine mécanique qui permet aux personnes qui vont piocher dans le même pool, donc les pools de transactions, de pouvoir organiser les transactions comme ça les arrange. Et potentiellement, quand on fait un swap, il y a des possibilités d'arbitrage à ce moment-là. Ce qui fait que ça faussait les ordres des transactions et la manière dont les utilisateurs utilisaient l'écosystème. Il y a eu des logiciels qui ont été mis en place pour permettre à des tiers de pouvoir interagir avec ce même pool et de proposer des packs de transactions qui étaient plus intéressants pour les validateurs. Je simplifie vraiment grandement les choses. Quand vous êtes index et que vous faites des gros volumes comme Uniswap, vous êtes exposé du coup à cette problématique-là. Donc ça, c'est un premier aspect en disant, nous, on aimerait bien reprendre un peu la main sur cet aspect-là pour éviter que certaines personnes puissent jouer sur nos transactions et avoir un impact sur les utilisateurs qui font des transactions. Ensuite, il y a une deuxième problématique qui est qu'aujourd'hui, les liquidités sont dispatchées sur différents écosystèmes. Quand vous avez des liquidités sur Ethereum, elles ne sont pas sur la BSC et elles ne sont pas sur, par exemple, Avalanche. Et donc, aujourd'hui, quand vous êtes un utilisateur, vous n'avez pas forcément les mêmes taux que vous ayez échangé sur Ethereum, sur la BSC ou sur Avalanche. Donc ça, c'est une problématique que beaucoup essaient de résoudre. Ensuite, il y a la problématique des frais, où aujourd'hui, finalement, ça peut coûter assez cher de faire des transactions sur Ethereum. Ça, on est à peu près tous d'accord sur ce principe-là. Et en parallèle de ça, il y a tout un tas d'écosystèmes qui se sont dit, OK, on va développer des L2 pour permettre d'avoir notre propre gouvernance pour packer les transactions et les envoyer sur Ethereum, ce que je vous expliquais un peu plus tôt. Ce qui fait que ça coûtera moins cher et surtout ce qui fait qu'on peut garder beaucoup plus les frais de transaction. Parce que quand vous envoyez des transactions une par une sur le réseau Ethereum, c'est les validateurs sur Ethereum qui vont récupérer les transactions. Là, dans le cas de Uniswap, avec sa nouvelle Layer 2 Unichain, ils se sont dit, on va pouvoir grappiller comme ça des frais qu'on ne grappillait pas au préalable. Et de toute façon, nos tokens ne servaient strictement à rien, hormis à faire une pseudo-gouvernance. Donc maintenant, on va lui donner une vraie utilité dans cet écosystème pour essayer de faire un peu plus d'argent aussi, pour essayer de reprendre un peu des parts de marché. Moi, ce qui m'embête profondément en fait dans tout ça, c'est qu'on a plein de layers 2 différentes qui se développent. Là, ils ont eu l'intelligence, et c'est peut-être un des points qui
valorise un peu cette layer 2 par rapport à d'autres layer 2, c'est de travailler avec Optimism et d'avoir la possibilité de faire de la liquidité concentrée sur plusieurs écosystèmes, c'est-à-dire de pouvoir regrouper les liquidités sur certaines layers 2 de l'écosystème Ethereum. Et c'est ce qu'expliquait Vitalik, et je suis assez d'accord avec son discours, c'est arrêter de développer en fait des choses dans votre coin qui vont durer 1 ou 2 ans, qui ne sont même pas capables de répondre à l'ensemble des critères du développement et de la décentralisation des blockchains. Développer plutôt des frameworks qui vont être utilisés par tout le monde en bonne intelligence. Et donc, je suis assez mitigé parce qu'en fait, pour moi, c'est une énième layer 2 qui commence à essayer de travailler sur certains aspects, mais pour moi, ce n'était pas Uniswap de la développer. Vous avez un peu cette balance également qui est en train d'apparaître entre des layer 2 qui sont spécialisés sur une application et des layer 2 qui sont censés être le plus générique possible. Et pour moi, des équipes comme Optimism ou Arbitrum ont beaucoup plus vocation à développer des produits qui sont beaucoup plus génériques parce qu'ils ont vraiment cette expérience dans le domaine que des Uniswap. En fait, pour moi, ils ont juste essayé de gratter un bout de terrain qu'ils n'auraient pas dû gratter, en fait. Et que les utilisateurs, dans tous les cas, s'il y a peu de liquidité sur la Unichain, parce que sur les layer 2, il y a toujours moins de liquidité que sur la blockchain principale, ils ne l'utiliseront pas. Et après, je ne me vois pas aller acheter uniquement du token Uni pour utiliser leur layer 2. Donc, il y a tout un tas de choses en fait qui ne sont pas forcément cohérentes, pas forcément utiles. Et là, pour moi, c'est beaucoup plus un coût financier que réellement un coût utile à la communauté. Et de ceux qui pensent qu'en fait, Uniswap ne sera plus sur Ethereum, c'est une grosse bêtise. Uniswap va rester sur Ethereum. Ils vont juste proposer en plus leur layer 2 en essayant de vous inciter à l'utiliser parce que c'est là où ils vont récupérer le plus de frais. Et c'est là où ils vont essayer de gratter le plus d'éléments. Mais pour moi, en fait, c'est ce que tu dis. Un élément global en fait qui est pas bon. Ouais. Il faut avoir des choses qui soient beaucoup plus larges et arrêter de faire des choses spécialisées. Comme on expliquait dans la GameFi, en fait, on revient toujours sur ce développement de l'écosystème qui est en silo unique et qui est totalement asynchrone en fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu dis, pour moi, c'est un cash grab. Voilà. En fait, ils ont dit, on va lancer NL2 parce que ils essaient de gratter, dire une partie d'un écosystème auquel ils n'avaient pas accès jusqu'à maintenant, et c'est un moyen pour eux de rentrer plus d'argent. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas vraiment un autre intérêt que ça. Ils avaient même déjà commencé à le faire, tu vois, quand ils ont développé leur Uni-Wallet. Tu vois, à la base, ça fonctionnait très bien avec Uniswap. Ils ont développé leur Uni-Wallet parce que tous les frais que MetaMask prennent, tu sais, quand tu fais des swaps sur leur appli, tu vois. En fait, eux, ils ont fait exactement la même chose en te disant, ouais, nous, on a une interface plus jolie. Mais en fait, ils ont proposé exactement la même chose avec des frais, mais sauf que c'est pas MetaMask qui va le prendre, donc, du coup, Consensus et la fondation Ethereum, mais ça va être Uniswap, en fait. Et donc, ils ont essayé de prendre les parts de marché avec MetaMask, avec leur Uni-Wallet. Et là, ils essayent de prendre, tu vois, une partie du truc sur les layers 2 et sur ce qui se passe un peu au-dessus. Mais il n'y a pas d'intérêt à proprement parler, je pense, pour les utilisateurs lambda comme vous et moi. Par contre, Hayden Adams, je pense qu'il va se mettre très bien. Ceux qui détiennent de l'Uni-token vont se mettre très bien aussi, surtout en bull run. Mais voilà, en fait, c'est toujours pareil. En fait, tu vois qu'il y a un projet qui se lance et après ils se disent vas-y, comment on peut faire pour développer notre écosystème, tu vois. Vas-y, on va prendre un truc qui a déjà été fait et on va utiliser notre communauté parce qu'il y a une communauté qui est quand même très grande et on va les pousser à aller sur notre truc à nous. Mais dans ce truc-là, ça va pas pousser l'écosystème vers une nouvelle innovation. Tu vois, ce qui a été énorme avec Uniswap au départ, c'est que c'était vraiment une innovation de 0 à 1, comme on disait avec Théo. C'est en mode, il n'y avait pas de DEX. Là, il y a un DEX. Et après, ce DEX-là, il a été utilisé de partout. Il a été forqué. La Binance Smart Chain avec CZ a permis quand même de faire de nouvelles innovations et ça a permis d'apporter énormément de choses à l'écosystème crypto. La V2, la V3, ça a été pareil, ça a été réutilisé de partout. Là, bientôt, ils vont sortir leur V4 avec les hooks aussi et la programmabilité, je sais pas si ça se dit, mais le fait qu'on puisse programmer l'apport de liquidité et de se dire, tiens, si mon apport de liquidité entre tel ou tel ratio, je veux déposer tel ou tel crypto à ce moment-là. Si on sort de ce ratio, je veux le sortir, je veux qu'on swap cette crypto contre une autre et qu'on l'apporte sur tel niveau de ratio, sur tel pool de liquidité et tout. En fait, tu peux tout programmer en fait à l'avance avec les hooks. Ça arrivera. Ils avaient prévu de le faire sur mars de cette année quand même. Comme à chaque fois, la roadmap, on s'en fout et les délais, on s'en fout un peu. Mais tu vois, en fait, il y a des choses super intéressantes qui arrivent. Mais en fait, je me rends compte que ces innovations, tu vois, qu'ils considèrent comme étant des innovations avec Layer 2, l'Uni-Wallet et tout, ils l'ont pas sorti dans un moment n'importe comment. Tu vois, genre, c'est spécifique. C'est comme par hasard, plusieurs mois après le halving, sur le Q4 de cette année.
tu vois, en fait, c'est tout timé parce qu'ils savent que l'Ether va avoir, à mon avis, des performances intéressantes, que les frais vont péter à la hausse, qu'ils vont chercher des layers 2, que les gens vont en avoir marre de payer, même déjà on le voit aujourd'hui, de payer des frais sur Ethereum. Ils vont chercher des layers 2, vu qu'eux, ils ont une puissance marketing qui est énorme de par leur ancienneté et de par ce qu'ils ont innové. Ils vont pousser les gens à aller sur leur layer 2 et eux, ils vont s'en foutre plein les poches, quoi. C'est tout. Il n'y a pas plus d'intérêt que ça, quoi. Ouais, pour moi, en fait, ils vampirisent d'autres écosystèmes et c'est un peu le problème de la vision des choses. Au lieu de se dire, on va essayer d'optimiser nos frais, on va essayer de travailler sur l'innovation parce que leur expertise, pour moi, elle est sur l'innovation autour des DEX. Et on l'a vu, c'est eux qui apportent vraiment la technologie de ce côté-là. Ils ont une vraie capacité d'innovation sur ce secteur-là. De se dire, eh ben, on va se coupler avec un Rabi. On va aller négocier des taux avec MetaMask. On va les négocier avec des agrégateurs de DEX pour être mis en avant parce qu'on aura d'autres fonctionnalités. On va essayer de développer des interfaces qui sont fournis. On va essayer de travailler peut-être avec des plateformes centralisées pour leur proposer des produits décentralisés en passant par nous, tu vois. Et je pense que là, vraiment, tu as de la valeur ajoutée. Là, tu es dans ta zone de confiance et ta zone d'évolution au lieu d'aller taper sur ça, en fait. Pour moi, ils sont à côté de la plaque, en fait. Bah, en fait, ça dépend de leur vision. Si toi, ta vision, c'est de te dire, je veux faire un minimum de dev pour un maximum de profit, ça prend tout son sens. Oui. Et pour moi, c'est ça. Ah, mais Si c'est après de te dire, je veux développer l'écosystème crypto. Ouais. Mais en fait, quand tu as fait une innovation 0 à 1, pour moi, c'est pas entendable de tourner de ce côté-là. C'est un peu comme si demain, Vitalik qui se levait et il disait maintenant, on va faire du cash. Et du coup, toute la roadmap d'Ethereum, allez hop, merci, on la fout à la poubelle. Et on se focalise sur des trucs à court terme qui sont complètement éclatés. Et là, tu dirais, mais non, on t'utilise pas et on t'a pas choisi pour ça, en fait. On t'a choisi parce que tu as une vision qui est beaucoup plus loin, parce que tu es vraiment novateur dans ton marché et que tu sais où tu vas. Après, aujourd'hui, la réalité, c'est que même pour les DEX, tu vois, Uniswap, pour ceux qui sont en crypto depuis un certain temps, ça fait des années qu'on l'utilise plus, Uniswap. En fait, c'est ça aussi la réalité. C'est qu'en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, ils font leur front-end, ils ont rajouté des frais. Je me souviens, hein, on avait vu ça. Si tu utilises leur front-end, déjà, tu as une censure sur le front-end. En plus de ça, ils ont rajouté des frais. Au départ, c'était des frais cachés. Après, ils se sont rendus compte que les mecs s'en étaient rendus compte. Donc, ils ont fait un blog post en disant, ouais, c'est vrai, en fait, les gars, on a mis des frais sur certaines paires. Et sur les paires, en fait, c'était de l'Ether, de l'USDC, les plus grosses paires d'échange. Et il te dit, ça sert à financer la croissance et le développement de l'écosystème crypto et la recherche et le développement pour Uniswap. Et après, les mecs, ils te pondent une L2 qui sert à rien pour aller faire encore plus de cash grab, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, tu te dis, si tu connais vraiment l'écosystème crypto, tu comprends qu'en fait, Uniswap, faut pas l'utiliser. Il n'y a pas d'intérêt. C'est une porte d'entrée comme plein d'autres portes d'entrée. Mais aujourd'hui, il faut utiliser des méta-agrégateurs comme LiamaSwap et tout, ou même juste un agrégateur de DEX. En fait, tu auras un meilleur, t'auras moins de slippage et tu auras une meilleure exécution sur tes transactions à l'achat ou à la vente. Et je pense qu'ils s'en rendent compte, en fait, tu vois, que il y a peut-être eu une baisse sur l'utilisation. Parce qu'en plus, ils référencent moins de meme coin rapidement que sur plein d'autres écosystèmes. Tu vois, Mexc, c'était ça. Ils référençaient n'importe quoi. PancakeSwap, ils référencent direct les trucs. Mexc, c'est une plateforme centralisée. Après, ils pourraient référencer, sauf qu'en fait, aujourd'hui, ils sont devenus trop gros. Et donc, il y a une espèce de processus de validation avant référencement. Et en fait, je pense qu'ils se sont fait bouffer par le marché. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont lancés, qui sont plus rapides, qui sont plus mobiles et qui sont plus souples parce qu'ils sont plus petits. Et donc, ils peuvent se permettre de prendre certains risques. Et aujourd'hui, ils veulent prendre quasiment plus aucun risque, en fait. Ouais. Ouais, ils veulent gagner de l'argent. Voilà, ils veulent gagner de l'argent. Après, LVMH qui dit agrégateur Jup dans une bonne lancée, mais pas encore sur Ether, on n'en a pas besoin de Jupiter, en fait, sur Ethereum. Il y a des agrégateurs qui fonctionnent extrêmement bien depuis bien longtemps. Il y a même des méta-agrégateurs. Donc, en fait, le jour où il va arriver, ça fera rien de plus. Donc, et puis les fonctionnalités de Jupiter, en fait, t'as des applis qui existent déjà sur Ethereum dessus. Le seul gros problème, en fait, sur Ethereum, c'est les frais. Hein. C'est ça, hein, c'est juste ça. Hein. Alors juste, c'est un bien grand mot parce que ça fait chier tout le monde, quoi. Tu veux faire un swap en bull run, tu payes 600 balles. Ça, c'était sur le cycle précédent et à mon avis, cette année, enfin, peut-être 2024, 2025, ça reste à monter, on est bien plus haut. Mais ouais, c'est les frais, en fait. Même les temps de transaction, tu vois, tu te dis... c'est pas trop hard. Tu vois, sur Bitcoin, ça peut être assez long. Il y a une volonté à ce que ce soit aussi long. Sur Ethereum, t'attends quelques secondes, c'est fait, tu vois. Mais les frais, c'est ça en fait qui est usant et qui pousse les gens à créer des îlots de partout ailleurs. Le jour où ils adressent vraiment ce problème, où tu as vraiment sur la couche de base des frais comme sur Solana ou sur d'autres layer one qui se disent en ayant des frais moins chers, là, à mon avis, c'est la mort.
Mais c'est la mort de tous les autres, en fait. Genre, si t'es pas EVM compatible, t'es mort, t'es décédé, en fait. Tu n'as plus aucune plus-value, t'es mort. Et encore, même en étant EVM compatible, je suis même pas sûr que tu aies encore une marge de manœuvre. Ouais. Et en fait, tu dis LVMH, le marché a choisi Ether, mais en fait, parce que Ether est le premier, Ether est celui où on innove. Donc, c'est normal que le marché choisisse ça, en fait. C'est juste une question de conscience, en fait, des choses. Et comme tu dis, il y a une place aujourd'hui parce que les frais sur Ethereum sont chers. Le jour où il y a du vrai sharding qui est en place, où il y a des frais qui sont bas, c'est mort. Les autres écosystèmes vont se vider, en fait. D'un coup, ça va être vampirisé de l'autre côté. Et merci, au revoir. Ouais. Mais comme tout ce qui est, tu vois, Layer 2, machin, les NM Layer 2, les NM Layer 1 aussi qui se lancent. Là, du jour au lendemain, en fait, t'as plus personne. Enfin, je vois pas tu vois, d'un point de vue marketing et pourquoi un utilisateur irait sur une autre blockchain qui vient de se lancer avec une décentralisation plus faible, avec un historique plus faible, avec une tokenomics peut-être plus éclatée au sol, avec une grosse part dans les VC et tout, tu vois, pourquoi tirer là alors que tu aurais tout sur une blockchain qui est là depuis le départ avec l'innovation, tout, et en plus, c'est rapide et pas cher, tu vois. Les gens vont te dire parce qu'il y aura un token qui coûtera pas cher à l'unité. Ouais, mais ça sera de la spéculation court terme. Ça sera de la spéculation court terme. Pourquoi j'achète pas du BTC et de l'Ether? Parce que ça coûte cher. Et du coup, je vais acheter l'énième token tout éclaté qui vient de sortir. C'est que du court terme, tu vois. Mais en fait, le jour où l'Ether vraiment répond à ce truc-là, tous ceux qui te disent ouais, regardez, nous, on fait la proof of history, on fait un petit clin d'œil à ceux qui sauront de quoi je parle. Nous, on fait un autre type de consensus, machin. Le jour où t'as plus des transactions genre qui coûtent une burne sur Ether, c'est la fin. Tous les autres écosystèmes, à part peut-être la Binance Smart Chain et encore. Parce que sur la Binance Smart Chain, il y a eu des innovations. Franchement, il y a eu des innovations, il y a eu des choses qui n'existaient pas ailleurs, qui ont été reprises, même sur Ethereum. Mais franchement, pourquoi tirer sur la Binance Smart Chain qui est détenue à 95% par CZ, alors que tu pourrais aller sur Ethereum, tu vois? Je me dis, les autres, ils ont intérêt d'innover.